Société en déclin démographique, en déclin spirituel, en déclin de santé mentale. Les gens sont moins heureux, les gens ne se reproduisent plus, les gens euh, prennent des antidépresseurs, les gens se suicident, on a une criminalité plus élevée qu'avant. Est-ce que c'est si irrationnel que ça de considérer que peut-être que la famille traditionnelle dont on s'est tant moqué dans le sketch du Bye Bye, ce serait pas en fait quelque chose de préférable, quelque chose auquel il faudrait retourner? Je suis sûr que chacun d'entre vous se souvient du fameux sketch lors du Bye Bye 2025 qui avait pour but de se moquer des chrétiens et de leur famille, de leur modèle familial. Le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est pas m'attarder indéfiniment sur ce sketch qui est déjà passé, ça fait quelques semaines, mais plus sur l'enjeu sociétal plus large qui est démontré par ce sketch-là. Alors évidemment, ce sketch, même s'il n'a pas fait l'unanimité, il y a quand même eu des critiques dans l'espace public, des réactions négatives, mais il représente quand même quelque chose d'assez répandu dans notre société. Cette espèce de narratif que, en fait, le mariage chrétien, les rôles genrés traditionnels, c'est quelque chose d'oppressif. Ça illustre bien cette espèce d'état d'esprit-là. Et ça vient évidemment du féminisme, au moins du féminisme depuis la deuxième vague. Donc le féminisme après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a vraiment ce narratif-là selon lequel, par le passé, on était dans la grande noirceur, on était dans une société extrêmement lourde et opprimante où chacun était enfermé dans des rôles figés et dont les femmes en particulier se sont libérées ces dernières décennies. Ça, c'est vraiment un narratif, c'est vraiment un récit qui est très répandu, auquel beaucoup de femmes, surtout de ma génération, en fait, ma génération plus que n'importe quelle autre auparavant, adhèrent très profondément. Donc on le sait qu'il y a eu des changements sociétaux très profonds depuis ces dernières décennies et c'est sûr qu'en tant qu'homme, je sais que c'est très controversé de m'exprimer sur ce sujet-là. Beaucoup de personnes vont dire que c'est un mouvement, le féminisme, c'est un mouvement par les femmes, pour les femmes, qui ne concerne que les femmes. Cependant, je pense que tout le monde sera en mesure de reconnaître que les conséquences, les incidences sur la société faites par le mouvement féministe, c'est sur toutes les sphères. C'est quelque chose qui nous affecte tous, notamment au niveau de la politique familiale, les changements qui ont été apportés sur la vision qu'on a de la famille, sur la façon dont on encadre légalement la famille et le mariage. Et donc, c'est quelque chose qui nous affecte tous. Et dans la mesure où ça nous affecte tous, je crois que je suis en mesure, je suis légitime de pouvoir poser la question, est-ce que ça a plus été positif ou négatif? La première chose que je trouve extrêmement intéressante par rapport au sketch, ce que ça dit de notre société, c'est que ça met fin, sans l'ombre d'un doute, à la croyance que beaucoup d'entre nous ont que le féminisme, c'est par rapport à la liberté des femmes. C'est par rapport à la liberté de choisir entre le rôle féminin traditionnel ou masculin traditionnel et un rôle déconstruit, plus moderne. Ce n'est pas par rapport à la liberté. Et je pense que vous comprenez bien en ayant vu le sketch, si une femme décide d'utiliser sa liberté pour devenir mère au foyer, alors elle mérite d'être dénigrée, elle mérite d'être humiliée, elle mérite d'être condamnée. C'est essentiellement parce que, selon le féminisme, le mariage, c'est pas juste quelque chose qui devrait être optionnel, c'est quelque chose qui devrait être déconstruit. Le mariage, c'est quelque chose d'intrinsèquement oppressif. Si une femme décide de se marier, d'avoir des enfants et d'adhérer à la maternité traditionnelle, alors c'est comme si elle décidait elle-même de devenir esclave. Ça va beaucoup plus loin que juste rendre le mariage optionnel ou mettre fin à un modèle tyrannique qu'on enforce sur les gens. Il y a cette phrase qui est très connue de Simone de Beauvoir dans une entrevue avec Betty Friedman, qui est une figure très importante du féminisme américain. Simone de Beauvoir disait qu'elle ne pensait pas que les femmes devraient même avoir le choix de rester à la maison pour s'occuper des enfants. Que si on donne aux femmes le choix entre le travail et la carrière et le foyer et les enfants, trop d'entre elles iront choisir la deuxième option et ça perpétuerait l'oppression patriarcale. Donc clairement, pour Simone de Beauvoir, le féminisme, c'est pas une question de liberté de choix, c'est une question de remplacer un ancien système qu'on considère comme oppressif par un nouveau système. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'est allée la politique familiale au Québec, informée par les revendications féministes. C'est-à-dire, on est passé d'une phase qui était familialiste à une phase qui était
travailliste. On a remplacé un ancien modèle familialiste orienté vers la famille qui avait une division sexuelle des tâches entre le travail domestique qui n'était pas mis sur le marché. On ne rémunérait pas ça, c'était pas quelque chose qui était considéré comme un emploi. Et le travail à l'extérieur de la maison qui lui était rémunéré, qui lui c'est considéré comme un emploi. Et en fait, le but c'est de briser cette division sexuelle des tâches. Le but c'est que les femmes, au même titre que les hommes, travaillent sur le marché rémunéré. Et ça s'est fait à travers en plusieurs étapes. Si on commence par la salarisation du travail domestique. Après ça, vraiment, plus récemment, depuis 1997, on a mis en place les CPE, on a mis en place, on bonifie les congés maternité et tout ça. Mais vraiment, le but, c'est vraiment de décourager les femmes à quitter leur emploi et les encourager à retourner à leur emploi peu de temps après être devenues mères. Parce que de toute l'histoire avant, le féminisme de deuxième vague et de première vague, les femmes travaillaient. C'est pas vrai qu'elles n'avaient pas le droit de travailler, c'est simplement que souvent, quand les femmes se mariaient et devenaient mères, elles quittaient leur emploi. Peut-être que par la suite, elles allaient travailler à temps partiel sur le côté pour aider l'économie du foyer. Mais ça a toujours été le cas on avait un modèle familialiste, c'est-à-dire où l'homme travaillait pas juste pour sa carrière à lui, mais pour pourvoir à sa famille. Et dans le même ordre d'idées, la femme devait mettre le travail domestique avant le travail rémunéré pour contribuer à sa façon à l'économie du foyer. Donc ça, c'était l'ancien modèle. Est-ce qu'il était parfait? Pas nécessairement. Je ne suis pas ici pour dire que le système qui était en place avant le féminisme de deuxième vague était sans reproche. Cependant, je veux juste qu'on mette quelque chose de très au clair, que le but, vraiment, on a remplacé un ancien modèle par un nouveau modèle. Et en ce sens-là, on peut critiquer le modèle sans être nécessairement opposé à la liberté, entre guillemets. Parce que je pense que c'est ça la critique qui vient souvent quand on avance une vision conservatrice ou on avance un argument contre le féminisme, on se fait souvent accuser d'être contre la liberté de choix. Je pense pas que c'est adéquat de dire ça parce que les féministes, elles aussi, on a vu, elles sont contre le libre choix. Parce qu'au final, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on vit dans une société. La société va toujours valoriser un modèle plus qu'un autre. On peut pas vraiment s'échapper de ça. La société va toujours mettre de l'avant une façon de faire, un modèle. Ça ne veut pas dire qu'il va interdire les autres, mais le système sera pensé pour un modèle plus qu'un autre. Et ça, je pense que à partir de là, il faut se poser la question, quel était le meilleur modèle? Quel modèle a le mieux fonctionné? Et encore une autre information par rapport au fait qu'on a changé de modèle pour s'assurer que le plus de personnes possibles travaillent, en l'occurrence plus de femmes possibles entrent sur le marché du travail. Ben ça, c'est tout simplement ce qui a été dit par le gouvernement du Canada avec la commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada en 1970. Ça a été vraiment une espèce de coup d'envoi pour le féminisme, l'implantation de politiques de féminisme deuxième vague. Ça dit noir sur blanc ici que un des intérêts de la commission royale d'enquête, c'est que ça va profiter à la nation d'avoir le plein emploi des ressources humaines. C'est-à-dire, il y avait aussi des motivations. C'était pas juste pour libérer la femme de façon généreuse et bien bénévolente. Là. C'était aussi pour des raisons économiques qui motivaient ça. Pour continuer à étayer mon point, je veux vraiment souligner le fait que le féminisme, c'est pas juste par rapport à l'égalité devant la loi de l'homme et de la femme. Comme le dit Raquel Duplain, le féminisme, c'est aussi, et peut-être même surtout par rapport à l'équité. C'est-à-dire, l'équité, c'est pas l'égalité, c'est avoir les mêmes droits devant la loi, c'est-à-dire mettre fin à des hiérarchies formelles qui donnent des droits à un groupe et en enlèvent à un autre. L'équité, selon les féministes, c'est vraiment, il faut que l'État intervienne dans l'économie, dans la société, pour activement mettre des contre-incitatifs au vieux système patriarcal et familialiste. Donc, c'est ça, c'est tenter de ramener l'égalité en deux personnes et deux groupes de personnes en introduisant des mesures particulières qui tiennent en compte des inégalités de départ. Ce qui veut dire par inégalité de départ, c'est tout simplement que, naturellement, pour des raisons biologiques, quand un homme et une femme se marient et ont des enfants, ben, force est de constater que souvent, c'est plus la carrière de la femme qui va souffrir ou qui va se reculer, à passer au deuxième plan. Et en fait, il faut artificiellement mettre des milliards et des milliards de dollars dans l'économie à travers les CPE, à travers les congés maternité, à travers toutes sortes de programmes et d'interventions pour artificiellement rendre le travail des femmes après la maternité viable.
Mais on sait que ce n'est pas quelque chose qui a fonctionné, tout simplement parce qu'on a vu avec l'augmentation du pourcentage de la population active, bon, plusieurs choses se sont passées. Premièrement, ça c'est un phénomène juste universellement observé. Plus le pourcentage de la population est active et sur le marché de l'emploi, du travail, ben, plus le coût de la vie augmente. C'est pour ça qu'à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps que ça, une famille de classe moyenne pouvait survivre avec un salaire, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est en grande partie à cause du travail, ben, de l'entrée massive des femmes sur le marché du travail qui a augmenté le coût de la vie. Ensuite, il s'avère que le cumul des rôles pour les femmes, ça ne fait pas en sorte que les femmes vont à la fois travailler et être mères. Ça va souvent vouloir dire que les femmes vont travailler sans être mères. On a vu, évidemment, on en a parlé souvent sur Action Vitale, on a vu un effondrement de la natalité depuis le féminisme de deuxième vague, depuis les années 60. Après le baby boom, on était à 4 enfants par femme et on est rendu aujourd'hui, là c'était en 2011, là, mais là on est rendu à l'échelle du Canada 1,2 enfants par femme, puis au Québec c'est comme 1,3. C'est pas du tout viable. Notre société est littéralement en train de disparaître, de s'effacer à cause de la révolution sexuelle et du féminisme de deuxième vague. Une autre conséquence du féminisme de deuxième vague, ça a été la libéralisation des lois encadrant le divorce. Le divorce est devenu non seulement plus facile sur le plan légal, c'est devenu beaucoup plus normalisé dans la culture. Donc, on a observé un effondrement du taux de la nuptialité. Donc, juste en 1900, on était à 6,5. Là, on a vu vers le milieu du siècle, on a atteint des pics. Là, ça, c'est 6,5 pour 1000. On était autour de 10 mariages par année pour 1000 habitants. Et là, on est rendu en 2024 à 2,5. Bon, il y a quasiment juste l'année de la COVID pour battre un record aussi bas. Et c'est ça, la chute de la nuptialité, l'augmentation de la promiscuité, les relations sexuelles hors mariage, les divorces, les remariages, ça a mené à une augmentation assez fulgurante de la monoparentalité. En fait, là c'est dans les années 70, mais probablement qu'avant les années 60, c'était quelque chose d'extrêmement rare, du moins comparé à aujourd'hui. On a vu une explosion de la monoparentalité. Autre statistique par rapport à l'effondrement de la famille intacte traditionnelle. On était en 2016 au Canada à seulement quelque chose comme 70% des ménages, des familles qui étaient intactes avec 2 parents biologiques, avec toutes les conséquences nocives qu'on sait que la monoparentalité a sur les enfants, notamment par rapport à la délinquance, la criminalité, pour les jeunes garçons qui grandissent sans père. On sait que les familles monoparentales ont plus souvent des faibles revenus. Ça creuse l'inégalité. Un autre fait intéressant, comme on sait que la monoparentalité, l'absence des pères chez les jeunes garçons, on sait que ça a énormément de conséquences négatives. Entre autres, les jeunes garçons qui grandissent sans père ont énormément plus de chances de finir dans la criminalité. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent, mais aujourd'hui, dans les années 2020, on a 4 à 5 fois plus de crimes violents que dans les années 60. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, surtout considérant le fait que dans les années 60, la population était beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Donc, malgré le vieillissement de population, le nombre de crimes violents a quadruplé. Bon, on est plus au pic des années 90, là. Là, probablement que le vieillissement de population a fini par faire effet, mais quand même, c'est assez fou qu'on est passé d'une société où on était à 200 crimes violents par 100 000 habitants à 800-900 crimes violents par 100 000 habitants. Un autre phénomène qui est très surprenant du point de vue féministe, mais qui ne l'est pas vraiment du point de vue conservateur, c'est le déclin du bonheur des femmes depuis les années 70, donc depuis l'implantation du féminisme de deuxième vague. C'est quelque chose qui est considéré comme très surprenant par beaucoup de chercheurs qui sont souvent de gauche et qui ont cette présupposition-là que nécessairement, plus on élimine les institutions qui ont régi les relations entre les hommes et les femmes pendant des millénaires, plus on les a déconstruits. En fait, moins les gens sont devenus heureux. On a vu un déclin dans le bonheur des femmes, c'est-à-dire aujourd'hui, les femmes sont moins heureuses que dans les années 70. On voit que les femmes aujourd'hui se déclarent moins heureuses, les hommes d'ailleurs aussi. On voit qu'il y a énormément de consommation d'antidépresseurs. On voit que tout simplement la société semble de moins en moins heureuse. Et ça, c'est quelque chose à quoi il faut s'attendre. On sait que ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps que, ne serait-ce que pour les enfants,
que pour n'importe quelle personne, grandir dans une famille avec leurs deux parents biologiques, c'est la majorité du temps, c'est quelque chose qui est optimal. Que à chaque fois qu'il y a un divorce, à chaque fois que quelqu'un grandit dans une famille non intacte, on observe des taux plus élevés de problèmes de santé mentale et de problèmes de comportement de toutes sortes. Donc ça, c'était juste un résumé très très court, très très limité, très incomplet des changements profonds qui se sont opérés dans la société depuis les années 70. Et je pense que avec le cumul de toutes ces statistiques-là, le cumul de toutes ces réalités qu'on observe, une société en déclin démographique, en déclin spirituel, en déclin de santé mentale, les gens sont moins heureux, les gens ne se reproduisent plus, les gens prennent des antidépresseurs, les gens se suicident, on a une criminalité plus élevée qu'avant. Est-ce que c'est si irrationnel que ça de considérer que peut-être que la famille traditionnelle dont on s'est tant moqué dans le sketch du Bye Bye, ce serait pas en fait quelque chose de préférable, quelque chose auquel il faudrait retourner? C'est tout ce dont je voulais parler pour aujourd'hui. Je vous laisse sur ces réflexions-là. Je vous remercie énormément. Action Vitale, c'est un projet conservateur et québécois. On est présent sur tous les réseaux sociaux. On a notre propre site web actionvitale.ca. On a également une section Patreon dans laquelle vous pouvez me soutenir et avoir accès à du contenu exclusif. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. Ici Philippe Le Télémartel d'Action Vitale.